la fusée lunaire du système de lancement spatial de la NASA, dont le déploiement a été retardé par des fuites de carburant, des problèmes non liés et enfin par un ouragan qui approchait, est retournée sur sa rampe de lancement la semaine dernière pour une autre tentative de lancement du vol inaugural non piloté et souvent retardé du programme Artemis. On sait que la NASA prévoit de lancer un vaisseau spatial sans équipage dans le cadre de la mission Artemis. La dernière mission habitée sur la Lune était Apollo 17, qui a eu lieu entre le 7 et le 19 décembre 1972. C'était une mission de 12 jours et a battu plusieurs records tels que la plus longue marche dans l'espace, le plus long atterrissage lunaire et les plus grands échantillons lunaires ramenés à Terre. La brève histoire de notre premier passage sur la Lune commence en 1962, avec le discours historique du président John F. Kennedy. La course pour faire atterrir des humains sur la Lune a été annoncée par lui dans une annonce publique au Rice Stadium de Houston, au Texas. Le discours est maintenant connu sous le nom de discours « Nous choisissons d'aller sur la Lune ». Dans ce document, Kennedy a mentionné son engagement à faire marcher un humain sur la Lune d'ici la fin de la décennie. Et cela sera fait dans la décennie des années 60. Cela peut être fait pendant que certains d'entre vous sont encore ici à l'école dans ce collège et cette université. Cela se fera pendant le mandat de certaines des personnes qui siègent ici sur cette plateforme. Mais ce sera fait. Et ce sera fait avant la fin de cette décennie. Lorsque l'atterrissage sur la Lune a eu lieu 7 ans plus tard en 1969, l'objectif de Kennedy avait été atteint et son échéance respectée. Cependant, une fois l'objectif atteint, la NASA a dû faire face à d'importantes réductions de financement et à de graves contre-coups, rendant l'avenir des missions Apollo intenable. Il y avait à l'origine 20 missions Apollo prévues, mais les missions technologiques et basées sur la recherche n'étaient pas considérées comme aussi importantes que la réalisation de l'alunissage lui-même, et les 3 dernières missions ont été annulées. L'impact social et mondial de la mission d'alunissage d'Apollo 11 en juillet 1969 a été massif. S'ensuivirent 6 autres voyages vers le massif rocheux. Une seule de ces missions a échoué et un grand total de 12 hommes ont traversé la surface de la Lune. 2 ans avant la dernière mission habitée sur la Lune, Apollo 17, a eu lieu en décembre 1972, il a été annoncé que tous les autres voyages vers la Lune avaient été annulés. La principale raison était liée au financement. Il était indéniable que c'était ridiculement cher. Le coût total du programme Apollo, qui s'est déroulé de 1960 à 1973, a coûté aux États-Unis la modique somme de 25,8 milliards de dollars. Ajusté en fonction de l'inflation, ce chiffre s'élève à 257 milliards de dollars. Ensuite, il y avait la question de l'enthousiasme décroissant pour le programme. Souvent, l'objet ou le sujet de la fascination humaine a tendance à changer. Nous avons tendance à passer les choses assez rapidement, et aller constamment sur la Lune ne semblait pas être le défi fou que c'était pour la mission Apollo 11 une fois que nous l'avions fait plusieurs fois. Mais, une demi-décennie plus tard, les êtres humains remarcheront bientôt sur la Lune, si tout se passe comme prévu par la NASA. Si tout se passe comme prévu, une future mission pourrait faire atterrir des astronautes sur la Lune en 2025. Plusieurs facteurs poussent maintenant la NASA à ramener des astronautes sur la Lune pour la première fois en plus de 50 ans. L'un est un désir de longue date d'amener des êtres humains sur Mars. Les missions Artemis testeront une partie de la technologie et de la logistique nécessaires pour atterrir des humains sur la planète rouge. Si l'avenir de l'humanité se répand effectivement dans tout le système solaire, alors, d'un point de vue logistique, le premier arrêt doit être notre propre satellite, la Lune. La course à l'espace est l'un des moments les plus fiers de l'histoire américaine. Mais était-ce pratique ? Y avait-il une raison pour nous d'aller sur la Lune autre que le fait que c'était une réalisation étonnante ? Probablement pas, mais notre espèce a trouvé un moyen de quitter la planète sur laquelle nous étions placés et de faire atterrir un vaisseau savamment conçu sur le rocher géant flottant la nuit que nous observions depuis environ 300 000 ans. En parlant de Lune, parlons d'une autre Lune qui a attiré l'attention ces dernières années. Io, la Lune de Jupiter. Il y a quelques 40 années impaires, la sonde emblématique Voyager 1 de la NASA a navigué devant Jupiter. Et alors qu'il volait près des grandes lunes de Jupiter, il a trouvé quelque chose d'étonnant, mais de terrifiant. Il a trouvé Io. L'objet céleste avec le nom le plus court de l'univers. C'est aussi l'une des plus particulières, et ce n'est pas parce qu'elle ressemble à une pizza aux anchois. Cette petite lune de Jupiter est féroce, et vous êtes sur le point d'apprendre pourquoi. L'atmosphère d'Io est un monde volcanique d'extrême bizarre. Pas un jour ne passe sans que Io ne fasse une crise de colère. Elle regorge de lacs de lave, de roches liquéfiées et de glace sulfurique. Io est un mystère même après toutes ces années. Imprévisible. Instable. Impulsif. Et l'un de ses plus grands mystères réside dans ses étranges émissions radio. Ces derniers temps, le vaisseau spatial Juno de la NASA a eu droit à une émission privée des émissions radio d'Io.
Vous pouvez l'écouter ici. C'est une découverte fascinante car ces signaux radio proviennent d'un satellite céleste. Cette distinction a encouragé les chercheurs à en savoir plus sur ce qui avait déclenché les étranges ondes radio. Beaucoup ont même spéculé si Io est une machine à énergie magique. Au fond, est-ce que Io est une machine? Réponse simple, pas tout à fait vrai. Elle doit cette capacité à émettre des signaux radio à sa planète hôte Jupiter. Jupiter, parmi toutes les planètes de notre système solaire, est connu pour avoir le champ magnétique le plus grand et le plus puissant. Il s'étend si loin que certaines des lunes de la planète y orbitent. Io est la lune la plus proche de la planète et est prise dans un soi-disant bras de fer gravitationnel entre Jupiter et deux autres grandes lunes, Europe et Ganymède. Par la suite, cela conduit à un réchauffement extrême et à des éruptions volcaniques. La surface d'Io est parsemée de centaines de volcans, certains crachant des panaches sulfureux à des centaines de kilomètres de haut. C'est un produit de la puissance de Jupiter. Imaginez être un corps céleste si grand que votre simple existence provoque une activité géologique drastique sur les objets proches. Bien que Io n'ait qu'environ la taille de la Lune terrestre, il a toujours un impact énorme sur Jupiter. Comme nous l'avons vu précédemment, Io étant la plus proche de Jupiter, traverse le puissant champ magnétique de Jupiter. Cela transforme littéralement Io en générateur électrique. Io a la capacité de développer 400 000 volts sur lui-même et de créer 3 millions d'ampères de courant électrique. Celui-ci revient ensuite le long des lignes de champ magnétique de Jupiter et provoque des orages dans la haute atmosphère de Jupiter. Io orbite dans les lignes de champ les plus féroces de la magnétosphère de Jupiter, avec un environnement de rayonnement hors échelle. Le niveau de rayonnement de surface d'Io est de 3600 rem par jour, soit 5 fois une dose humaine mortelle. Pendant la rotation de Jupiter, les forces magnétiques enlèvent environ une tonne de matériau d'Io chaque seconde. Le matériau devient ionisé et forme un nuage de rayonnement en forme de beignet appelé tor de plasma. Certains des ions sont attirés dans la haute atmosphère de Jupiter et créent des aurores. Les électrons d'Io capturés dans le champ magnétique accélèrent vers les pôles de Jupiter et, en cours de route, génèrent des émissions radio. S'il est situé au bon endroit, l'instrument Juno WAV peut capter ces ondes radio. Les données qui ont été recueillies jusqu'à présent ont été analysées pour comprendre la source exacte des émissions radio provenant du champ magnétique de Jupiter. La conclusion de l'équipe de recherche était que les ondes radio provenaient très probablement d'un espace conique creux où les conditions étaient optimales, une intensité de champ magnétique parfaite et une densité d'électrons parfaite. Étant donné que l'émission s'apparente à un signal de phare, le vaisseau spatial ne le capte que lorsque la lumière tombe sur le vaisseau spatial. Et ensemble, Jupiter et Io deviennent une sorte de machine, essentiellement un pulsar. Celui qui est le plus proche de nous. Les émissions radio d'Io captées par le vaisseau spatial Juno de la NASA nous ouvriront la voie pour en savoir plus sur Jupiter ainsi que sur son état de géante gazeuse.